Please. Bon, fantastique. Bonjour Samira. Oui, bonjour. Bonjour. Enlever mon masque. Ah bon, on peut un peu respirer parfois. Hein? Oui. Content que tu sois là. Merci. Il est Très 14 bien. heures. On va commencer, si tu veux bien, bien sûr. Écoutez, bienvenue tout le monde. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre qu'on a prévue pour les directions. On a voulu nous s'adresser aux directions en particulier. Et puis, le titre de notre rencontre, hein, Changement, résistance et bien-être, une aventure particulière pour la direction d'école. Donc, on va avoir l'occasion de vous en parler davantage. On va d'abord un peu se présenter. On espère qu'au point de vue technique, toutes les choses vont bien se passer. On a quelques petites activités qui sont prévues, donc on va espérer que les choses se passent convenablement avec la technologie qui va nous aider. Bienvenue, Christine. Donc, je me présente, André Savard. Grand plaisir d'être avec vous, leader pédagogique avec l'équipe tactique. J'ai été à la direction pendant près de 17 ans, en particulier avec le conseil scolaire Mon Avenir, en éducation depuis maintenant près de 30 ans. À la retraite depuis 2 ans ou 2 ans et demi. Vraiment, je ne m'en souviens pas parce que c'est comme un mot qui n'a pas tellement pris sa place encore dans ma vie. Je suis encore très, très occupé, mais avec beaucoup, beaucoup de plaisir avec ce que je fais. Donc, grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Puis, on espère, Grégoire et moi, vous partager avec vous nos expériences. Puis, quand je dis nos, ça inclut les vôtres aussi. Grégoire, à toi. Merci beaucoup, André. Donc, je me nomme Grégoire Lefebvre et puis moi aussi, je suis leader pédagogique au sein de l'équipe tactique. Je suis à ma 3e année. Je suis un peu, comme André a dit, à ma 3e année de retraite, mais on doit le dire vite à cause on travaille encore pas mal à temps plein. La grande partie de ma carrière a été au secondaire, particulièrement des secondaires d'envergure. Et puis, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Je suis un grand fervent lecteur au niveau de la neurologie et tout ce qui touche la psychologie cognitive, en d'autres mots, la nature humaine. En bout de ligne, c'est ce qu'on présente aujourd'hui. Donc, c'est tout. C'est à toi, André. Pour mettre en contexte notre rencontre d'aujourd'hui, on a parlé changement, résistance. On sait qu'il y a plein d'éléments qui sont auxquels on doit faire face hein, comme direction dans les derniers 2 ou 3 ans. En tout cas, de façon plus particulière, il y a des changements au niveau des programmes. Ça, c'est pas nouveau. Des différentes choses qui arrivent. Et puis, forcément, il y a certaines résistances qui peuvent avoir lieu, des gens qui sont moins engagés dans le changement, etc. Mais derrière tout ça, on doit toujours tenir compte du bien-être. Puis, on a parlé d'aventures particulières pour la direction d'école parce qu'on veut Grégoire et moi, on s'en est parlé, puis on se disait, c'est bien de voir notre rôle comme une aventure. Pour s'enlever un peu de poids sur les épaules, en bout de ligne, on rentre dans une espèce d'aventure avec tout ce que ça implique. L'aventure dont on est parfois le héros, parfois un peu moins le héros, mais on n'est jamais tout à fait seul. Puis aujourd'hui, le fait de se rencontrer puis de pouvoir causer ensemble, c'est justement pour aussi se réseauter, avoir la chance de se parler les uns les autres. On va aborder un peu, au fond, certaines questions importantes, puis on va avoir besoin de votre collaboration. On le fait sous forme de causerie. Comment faire face aux différents défis qui nous sont présentés? C'est quoi les compétences qu'on a besoin de déployer ou qu'on déploie déjà sur le terrain? Quelle posture on adopte? Donc, on veut ensemble réfléchir à des pistes de réflexion pour qu'on puisse aussi identifier des solutions et de partager ces solutions-là à l'intérieur de la causerie. À toi, Grégoire. Hein? Oui, si tu veux juste avant, merci beaucoup. Donc, pourquoi l'être humain éprouve-t-elle une perturbation face au changement ou encore à un défi? C'est un comportement qui est enraciné
dans les fondamentaux de notre être, dont les interprétations et les actions du cerveau reptilien. Question d'assurer la survie de l'organisme. L'être humain, comme toutes les espèces des êtres vivants, cherche paradoxalement et avant tout un environnement familier, prévisible, avec un équilibre. Et puis ça ici, c'est d'après les propos de Sapolsky, Damasio, Seligman, entre autres. Lorsqu'une situation nouvelle se présente, qu'elle soit un objet, une condition, un événement, l'être réagit en le considérant premièrement comme une menace qui génère une émotion de crainte. Et si la perception de la menace est soutenue, une série de comportements progressifs de résistance s'enchaîne. La preuve se voit par une expérience assez simple qui a été faite par Florian Hoffman ainsi que Joseph Henrich à l'université de UBC. C'est très simple. Des enfants de 6 mois sont présentés avec un objet qui leur est familier et puis aussitôt que l'objet est familier, l'enfant, évidemment, cherche à le prendre pour le manipuler. Si l'objet est tout à fait nouveau pour l'enfant, il y a une résistance. L'enfant observe incertain, surtout si le parent ne manipule pas devant l'enfant. Plus particulièrement, si l'objet est d'origine animale ou d'être vivant, l'organisme a encore des plus grandes résistances à ne pas agir vers l'objet. Donc, encore ça découle ici des recherches assez récentes. Donc, nous, ce qu'on offre ici au niveau de l'atelier, c'est des pistes afin d'éviter justement la progression des comportements de résistance. Donc, on poursuit. Très bien. Si tu voulais juste... Oui, merci beaucoup, André. Donc, on vous partage un lien ici au niveau du chat, si vous allez au niveau du chat, au niveau de Padlet. Et puis, la question est la suivante. Okay? Quel changement ou défi existe dans vos communautés scolaires présentement auxquels les gens semblent faire face? Donc, le lien devrait apparaître maintenant là, dans du Padlet à l'intérieur oui, de Bois de clavardage. Je le vois, André. Oui, il est là. Parfait, merci. Donc, quel changement ou défi votre communauté scolaire semble devoir faire face en ce moment? Donc, c'est une conscientisation, juste évaluer qu'est-ce qui pourrait causer certaines perturbations chez le membrier. Énorme manque de stabilité au niveau du personnel. Oh, oui, ça c'est définitivement, oui. Le COVID, ben oui, ça c'est tout à fait. En plus qu'on n'a pas de contrôle sur ça. Oui, COVID, je trouve, c'est tout à fait, hein. C'est, oui. Oui, l'enseignement en ligne. L'enseignement, oui, tout à fait, oui. Pénurie d'enseignement, d'enseignants, absolument, et enseignantes, oui, absolument. Le port de masque, absolument. Wow. 15 de 19 postes. Recrutement. Restrictions face à la pandémie. Absolument. Violence entre les élèves. Donc, on voit qu'il ne manque pas de situations, de changements ou de défis qui, évidemment, incitent une perturbation de notre organisme. Donc, on peut peut-être poursuivre ici. On parle aussi des écarts et des retards. On parle aussi des écarts et retards scolaires entre les élèves. Hein? Les problèmes de santé mentale qui sont en croissance dans les écoles, l'impatience des parents.
qu'on peut en voir là, de nombreux éléments là, qui sont en train d'être nommés, qui sont à la fois des défis et puis à la fois aussi des changements auxquels on doit faire face. Moi, je vous invite à bien retenir un peu ce que vous voyez à l'écran parce qu'on va avoir besoin un petit peu de s'en servir tantôt. Essayez de retenir certains éléments puis de vous faire une tête autour de ça. Merci beaucoup, André. Donc, ce qu'on vous offre ici, encore, ça découle de recherche de la nature humaine. Lorsqu'il y a un changement qui est présenté, on se retrouve avec, en grande partie, 3 regroupements. Évidemment, il y a le 15% qui sont tout feu, tout flamme. Souvent, c'est en lien avec la composante du changement, par contre. Il y a un familier et puis ça vient peut-être alimenter nos propres croyances ou connaissances. Donc, le 15%, tout feu, tout flamme. Il y a un 70%, à l'autre extrême, le 15%, évidemment, il y a une perturbation ici, et puis il y a initialement une certaine manifestation d'opposition de pourquoi est-ce qu'on devrait changer. Tout allait bien, je me sens confortable, ce qu'on me demande de moi est familier, je m'y connais, j'ai développé une routine. Donc, le 15%, c'est une réaction qui est quand même très naturelle, fondée dans les racines de l'organisme. Mais il y a le 70%, qui est la grande, grande majorité, qui est quand même ouvert, mais veut bien comprendre, veut absolument recueillir, aller chercher des indices, des informations qu'il ou elle a besoin pour justement décider des prochaines étapes. C'est intéressant hein, parce que j'aurais tendance à ajouter aussi, Grégoire, même nous, comme direction, il y a des choses auxquelles c'est pas évident d'être motivé à changer. Hein. Même nous, comme direction, on fait face à des choses, puis on peut même être des fois dans des attitudes aussi où on s'oppose au changement parce que ça nous demande de changer nos habitudes, de changer notre regard sur les choses, d'être énormément flexible, d'être capable d'accepter que des fois, de changer notre rôle. Tantôt, on parlait de pénurie d'enseignants. Mais quand je manque d'enseignants ou de personnel, des fois, c'est moi qui se retrouve dans la salle de classe. J'ai vu plusieurs directions que j'accompagne. Donc, nous aussi, on est face à des situations qui ne sont pas toujours évidentes. Donc, c'est non seulement les gens qu'on accompagne, mais c'est aussi nous-mêmes face à où on se trouve dans le système. On est un peu entre nos surintendants, les gens qui sont avec nous, puis on est entre notre personnel. Donc, nous aussi, on est un peu entre ces deux champs-là. Puis le changement aussi, André, nécessite beaucoup d'énergie. C'est une composante à la base, ça nécessite des énergies, souvent cognitives, d'évaluer, et puis surtout si c'est une nouveauté auquel on n'est pas familier, donc ça nécessite ici des énergies. On va vous demander maintenant votre collaboration en identifiant là, à la lumière un peu de ce que vous avez vu tantôt comme préoccupation ou les changements auxquels on doit faire face puis qui impliquent des défis que vous voyez dans votre milieu. On aimerait ça que vous puissiez identifier les 3 raisons qui, selon vous, empêchent les personnes de s'engager dans le changement. Je vais mettre le lien ici dans la boîte de clavardage. Donnez-moi 30 petites secondes pour que vous puissiez répondre à ceci. Et puis, vous allez voir un peu, les questions sont les suivantes. C'est assez simple à comprendre. Je vais ici fermer ça. C'est assez simple. Il y a simplement 12 raisons qui sont reconnues en matière de raisons pour lesquelles on ne s'engage pas dans un changement ou qu'il peut y avoir une certaine résistance. Prenez quelques instants. Regardez ces 12 raisons-là et nommez 3 raisons qui, selon vous, en ce moment, sont celles qui ont le plus grand impact sur la résistance ou les défis de changement. Prenez quelques instants pour ça.
André, il va falloir que tu projettes les résultats pour que je C'est ce puisse que l'inscrire dans cette virtuelle. Oui. Merci beaucoup. Normalement, tu devrais les voir présentement. Non, c'est justement, c'est pour ça que je te demanderais là, de... Tu ne les vois pas à l'écran? J'ai... oups, attends. Ouais, c'est que j'étais dans mon document. Non, présentement, bouge pas. C'est à cause que je suis dans ma présentation. Et voilà. De toute façon, on va se les nommer. On a le temps, on va pouvoir se les nommer. Parfait. Merci beaucoup. Tu vois ce qui ressort jusqu'à maintenant, hein, avec les 14 réponses, puis on a à peu près les réponses de tout le monde, je crois. Ce qui ressort le plus, hein, c'est la peur de l'inconnu. Intéressant. Il y a le manque de confiance. Et puis, l'autre élément, qui sont pas mal ex aequo, c'est une mauvaise compréhension, c'est l'absence de consultation, puis la saturation. Moi, j'aimerais ça en tout cas pour les trois qui sont là, je souhaiterais qu'on prenne peut-être l'absence de consultation. Fait qu'on peut prendre l'absence de consultation, le manque de confiance et une mauvaise compréhension. Ce sont pas une mauvaise compréhension, pardon, la peur de l'inconnu. Je répète, la peur de l'inconnu, le manque de confiance et l'absence de consultation. Ça semble être les trois qui ressortiraient le plus. Est-ce que vous voyez les statistiques comme moi? Hein? Ce qu'on va faire maintenant, on va réfléchir un peu en équipe par rapport à ces trois éléments-là. Ce qu'on va faire, ça va être assez simple. Tu les en notes, c'est bon de ton côté? C'est bon, Grégoire, tu as pris en note? Ce qu'on va faire, oui. On va écrire, Grégoire est en train de les écrire ici. Vous voyez tous, s'il vous plaît, dites-moi si vous voyez le document que je viens de mettre à l'écran. On va se le partager dans quelques instants. On va aller travailler dans des salles ensemble. Vous allez être peut-être des groupes de 2 ou 3 par salle et vous allez voir qu'il y a des salles qui sont déjà nommées, salle 1, salle 2, salle 5, etc. Quand vous allez arriver dans votre salle, vous allez le voir, votre numéro de salle automatiquement et vous allez inscrire dans cette cellule-là, vous allez aller écrire dans cette cellule-là quelle stratégie ou pratique vous mettez actuellement en œuvre pour surmonter ce défi qui vous est, auquel on fait face, ou la peur de l'inconnu. Quelle stratégie on peut mettre en place pour favoriser ça? Le manque de confiance. Qu'est-ce que vous faites actuellement dans votre expérience qui permet aux gens de reprendre peut-être confiance, etc. Je pense que vous comprenez bien le principe. On va se donner pour ça là, quasiment une dizaine de minutes pour aller réfléchir en petits groupes autour de l'une de ces questions-là. Vous ne savez pas encore dans quelle salle vous allez être, donc ça sera une surprise pour vous par rapport à ce que vous serez, où vous allez être. Je vais aussi déposer tout de suite dans la boîte de clavardage le lien à ce document ici. Normalement, ça sera un lien que vous pouvez facilement éditer. Donc, je vais mettre ici dans la boîte de clavardage le lien au document. C'est parti, vous l'avez maintenant. Donc, vous avez le lien au document. Et puis, je vais, dans quelques instants maintenant, vous téléporter dans une salle de consultation où vous allez être présent pour 10 minutes en lien avec ce que vous allez avoir. Donc, donnez-moi quelques secondes. Je vais vous attribuer une salle. Non, ce n'est pas ça que je veux faire tout de suite, un instant. J'espère que je ne perdrai pas trop de temps avec ça. Je brasse tout ça. Donnez-moi 30 secondes. On va faire ça. Ça va être prêt dans à peu près... C'est un peu long, mais commencez déjà à y penser, puis vous allez être téléporté dans quelques instants. Vous allez être probablement à peu près 4 par salle. Justement. Sais-tu quoi? C'est bien la petite période d'attente. Ça nous donne la chance de justement réfléchir et puis... Et voilà, ça s'en vient. Donc, c'est parti. Comptez jusqu'à 30 et vous allez être téléporté. Vous avez 10 minutes pour ce travail-là. Le retour se fait aussi automatiquement à la fin. Oui, oui. Vous ramenez.
Puis vous ne savez pas avec qui vous allez être, et moi non plus d'ailleurs. Et c'est parti. Assigne-moi une salle. Assigne-moi une salle, André. Tu vas arriver, tu vas en avoir une. Tu penses, hein? Autrement, bien, tu pourras aller toi-même dans une des salles. Je peux faire On ça a aussi. ici. Bonjour, Andrea. Bonjour. Ah, tu n'es pas assigné nulle part. On va t'assigner dans quelques instants. Attends un petit peu. Il y a Sylvie aussi qui vient d'arriver. Ou bien, tiens, regarde, tu vas rester avec eux ici. On va rester ensemble. Ça va être notre salle à nous. Et puis, on va prendre la salle numéro 6 de notre côté. On va travailler avec. Ben, vous pourriez avoir le choix entre la 6 ou la 7. À vous de choisir. Vous avez un privilège. Ben, moi, j'étais déjà dans un groupe. Je ne sais plus, c'était avec Guylaine et je voyais KM. Et puis, j'ai été déconnectée. Ah, d'accord. Bien, reste avec nous ici. C'est bon. Ça va être un petit groupe de 3-4. On va travailler ça ensemble. Ah, ok. Nous venons de la même école. Ah, vous êtes de la même école toutes les deux? Oui. Ah, OK. Aimeriez-vous mieux que je vous téléporte à quelque part? Ben, je peux faire ça, là. Ouais. Je ne sais pas, oui. D'accord, attendez un instant, je fais ça. Je tente Puis de fais faire du ça même, aussi. André. Je peux pas D'accord, choisir attendez la un salle. instant. Parfait, Oui. je vous envoie quelque part. Attendez-moi. Merci. Fais du même avec moi, André. Fais du même avec Parfait. moi. OK, je vais tenter de faire ça avec vous trois, mais pourtant, je ne te vois pas. Et là, je ne peux pas vous placer nulle part parce que vous n'êtes pas dans... Comment ça se fait que vous n'êtes pas dans la liste? C'est donc drôle, ça. Première fois que je vois ça. Je ne suis pas capable de vous attribuer un autre endroit. Je nous suggère vraiment de rester ensemble. Ça va être la chose la plus simple. Profitons de notre temps. Même si vous êtes dans la même école, c'est pas grave. OK. Mais on travaille alors quoi, Andrea? Alors, c'était numéro 6, la peur de l'inconnu. Pourquoi d'engager un changement, la peur de l'inconnu? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça nous empêche. C'est justement, quelle stratégie, comment est-ce que vous vous prendriez avec un membre du personnel qui a peur de l'inconnu? C'est sûr qu'il faut qu'on communique bien avec lui, qu'il soit informé. Absolument. Oui, c'est vraiment la communication qui peut transformer l'inconnu en connu. Et puis maintenant, ça parler des vraies affaires. De trouver la raison pour la peur aussi. Oui. Avec une conversation, savoir qu'est-ce qui l'empêche de faire ce changement. Comme ça, on peut trouver des solutions, le rassurer. Il faut aussi un bon sens de l'environnement parce que des fois, la peur vient des expériences passées. Oui, peut-être où il y a eu quelque chose qui n'a pas bien marché. On a peur de refaire ça. Oui, de se retrouver toujours avec un échec. Oui. J'aimerais ça aussi vous demander d'aller dans la salle 7 parce que je me rends compte qu'il y a juste une équipe qui est là. Si jamais vous avez le temps d'aller voir, c'était au niveau de l'absence de consultation. Qu'est-ce qu'on peut faire en cas d'absence de consultation? Et on va faire entrer Cristal avec nous. Elle restera avec nous. On va la faire entrer. Continuez, et puis moi, j'écris. Je suis ici dans la salle. Je suis là. Bonjour, Cristal. Bienvenue. On est en train de travailler en équipe. Tu arrives dans une équipe. Et puis, je vais te mettre dans la boîte de clavardage le lien avec lequel on travaille actuellement. C'est beau, merci beaucoup. Donc, absence de consultation. De quelle façon est-ce qu'on pourrait contrer cette composante-là? Je vais indiquer celui-ci. Faire des rencontres cédulées. Comme ça force un échange, une communication.
Oui, absolument. Comme on a dit ce matin, là, co-construire des objectifs, par exemple pour le PAE, n'est-ce pas, et s'assurer d'avoir une vision commune, partie d'elle, ça permet d'être tout le temps en mode consultation. Absolument. Donc, la consultation. Savoir que les personnes, les acteurs du changement doivent être consultés parce que ce n'est pas eux que le changement va être vécu. Donc, il faut tenir compte de leurs besoins, de où ils se situent dans la consultation. S'il y a des réorientations du projet, toujours les consulter, faire le bilan pour souligner les réussites, les échecs. Ça permet qu'ils se sentent impliqués et puis il y a plus de chances qu'ils se retrouvent dans le 15% de motivés. Absolument. Absolument. Moi, j'ajouterais ici, dans nos rencontres à l'horaire, que ce soit les réunions du personnel ou ça, qu'il y ait toujours une composante où le personnel peut ajouter à l'ordre du jour soit des préoccupations ou des éléments qu'ils voudraient apporter. Puis ça évite justement qu'ils ne soient pas consultés lorsqu'ils apprennent de certaines choses, puis notre communication, autant que nous, on a cru que la communication était cohérente et claire, les récipiendaires, des fois, le voient autrement. Ils trouvent qu'il a manqué certaines informations, donc ça leur donne un endroit d'indiquer leurs questions pour que ça soit adressé dans un temps opportun. Mm-hmm. Et des fois aussi, on a tendance seulement à parler avec les leads, mais ne pas aller à la base. Donc, même s'il y a un message à passer, de temps en temps, aller dans les rencontres des secteurs pour repasser le message et être sûr qu'il a été transmis, arrivé à bon port. Parce que des fois, ça se limite entre les leads et puis les autres le subissent comme si on imposait juste quelque chose. Ils n'ont pas été consultés. Donc, être présent de temps en temps dans les rencontres de secteurs. Bonjour Louis, je vois que tu es avec nous. Simplement te laisser savoir qu'actuellement on travaille en grande salle. Tu peux te joindre à la conversation. On réfléchit actuellement sur le document qui a été partagé dans la boîte de clavardage. On tente de partager des stratégies pour surmonter certaines craintes ou certains éléments qui empêchent le changement ou qui ne facilitent pas le changement. Le manque de confiance, l'absence de consultation et la peur de l'inconnu sont les trois que nous avons retenus. Et actuellement, on travaille en équipe pour tenter d'identifier des stratégies pour surmonter ces défis-là. La réflexion aussi qui revient à nous, peut-être que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de consultation à cause de notre côté, on est peut-être conscient qu'il va y avoir une certaine réticence. Donc, c'est une réflexion personnelle. Est-ce que j'anticipe une résistance? Et puis, si oui, d'avoir le temps de réfléchir comment l'aborder au lieu de prendre une position qui est très humaine où justement on nie l'existence d'une résistance potentielle pour par la suite vivre les séquelles qu'on savait déjà. Donc, c'est la réflexion et puis on se pose la question, est-ce que j'anticipe une résistance? Oui, ça nous ramène vraiment à l'étude du sens de l'environnement. Parce que pour anticiper les résistances, il faut connaître son milieu. Il faut vraiment connaître son milieu. Et penser à des solutions, à des alternatives. OK. OK. Sylvie, ton dernier commentaire, c'était quoi? Prévoir des solutions? Anticiper, prévoir des alternatives. Des fois, pour arriver à la même destination, on peut faire des bifurcations pour concilier tout le monde. Donc, ce n'est pas le chemin tout le temps. Il peut y avoir des chemins. Oui, absolument. Il nous reste à peu près 1 minute.
Dans l'aspect de consultation aussi, je pense que c'est important qu'on pose la question de façon explicite. Est-ce que vous vous sentez consulté? Est-ce que vous vous sentez partie de l'équipe décisionnelle de la mise en œuvre? Et puis, nos perceptions, autant bien intentionnées, est perçue autrement par les gens qui sont le récipiendaire. Donc, c'est une composante importante, ça, de poser la question de façon explicite, que ce soit dans un sondage ou quoi que ce soit. Est-ce que vous vous sentez partie du pouvoir décisionnel ou comme auteur et acteur du changement? Mm-hmm. Très bien, je vais maintenant rappeler les personnes. OK. Bien, la discussion était très bonne. On aurait dû avoir un autre début. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Okay. On a créé notre propre salle, c'est bien. Oui. Puis vite, parce que... Tiens, tous les gens reviennent maintenant, tranquillement. Voilà. Bon, OK, je crois que nous y sommes presque tous. On va attendre 30 petites secondes. Grégoire, est-ce que tu peux me confirmer que vous voyez toujours mon écran présentement? Change. Oui, monsieur. Oui, on le voit, André, très bien. Oui. Super. Donc, écoutez, on a mis ensemble notre... je pense, OK, j'attends encore 10 secondes. Je vois les visages qui apparaissent. Tiens, tout le monde est arrivé. Écoutez, merci là, tout le monde. On a mis ensemble notre intelligence collective. Ce document-là, évidemment, vous pourrez certainement le prendre, puis vous devinez que l'exercice qu'on est en train de faire, on va vous partager la présentation. C'est quelque chose qui peut être intéressant à réfléchir avec son personnel aussi. Tu sais, qu'est-ce qui fait que les enseignants qu'on accompagne, qu'est-ce qui fait que quand on est à la direction de la programmation, par exemple, ou qu'on soit avec notre personnel à l'école, de réfléchir avec eux sur cette question-là. On pourrait reprendre cette même activité-là, vous le devinez, mais à leur niveau, à eux aussi, par rapport à ce qu'ils peuvent vivre ou ce qui peut se passer autour d'eux. Donc, l'intelligence collective mise à profit, vous voyez un peu qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été soulevés par rapport au manque de confiance, toute l'idée de fournir des ressources, de célébrer les succès, le développement professionnel, des fois individuel, des fois un peu plus collectif, les occasions de cheminement, etc. Donc, vous allez avoir l'occasion d'approfondir, de regarder un petit peu plus en détail ces éléments-là, mais on voit qu'il y a énormément d'éléments qui sont présentés. Est-ce qu'il y en a sur lesquels vous avez eu une expérience concrète, pour laquelle vous aimeriez peut-être juste faire un bref petit partage de quelque chose que vous avez vécu et vous avez vraiment senti qu'à cause que la stratégie que vous avez faite, ça a eu un impact sur le manque de confiance ou sur la peur de l'inconnu ou sur l'absence de consultation? J'aimerais vous entendre, s'il y en a qui aimeraient prendre la parole, sur quelque chose de concret que vous avez vécu comme direction. Je me permets, André. Moi, c'était au niveau du sondage. Je suis une personne qui était connue pour justement employer d'une façon régulière, probablement 4-5 fois par année, un petit sondage assez simple. Je me servais beaucoup de SurveyMonkey, dans lequel j'avais toujours certaines questions. Quelles sont vos préoccupations? Qu'est-ce que vous voyez qui va très bien au niveau de l'école? Et puis, où est-ce que ça mérite certaines énergies? Puis ça me donnait quand même un portrait juste de la perception du personnel, des 100 membres. Et puis, ça me permettait de mieux orienter les énergies. OK. Merci, Grégoire. Quelqu'un d'autre aurait quelque chose à partager dans une expérience concrète que vous avez vécue, qui a eu un impact que vous jugez important sur une des composantes qu'on a soulevées? Il y a un dicton qui dit qu'après 5 secondes, on fait tout simplement poursuivre. Ah, vas-y, Christine. Vas-y. Moi, je dirais, dans tout changement, si c'est
quelque chose d'assez gros. Il faut partir avec les gens qui veulent embarquer au début. Éventuellement, on risque d'avoir l'engagement de plus de membres du personnel, mais qu'il faut partir avec des volontaires en premier parce que ces personnes-là sont des personnes qui veulent le changement, qui ont une prise de risque et une certaine mentalité de croissance. Et à force de les voir aller, certains autres membres vont embarquer. Ça ne sera pas fait tout le monde au début, mais on part au moins avec quelque chose de positif en partant. Alors, pour moi, là, c'est d'accepter que pas tout le monde va partir en même temps dans ce changement-là et partir seulement avec, en grande partie, ceux qui veulent dans un premier temps. Donc, toute l'idée de la mentalité de croissance des personnes avec lesquelles tu travailles, t'en tiens compte. Certains ont une mentalité de croissance plus accessible, plus disposée au risque, et puis tu as tendance à vouloir investir ces gens-là d'abord. Excellent. Merci beaucoup, Christine. André, il y a une main levée. Je ne peux pas voir c'est qui, mais il y a une main levée ici. D'accord. Allez-y. Oui, je suis d'accord avec ça, mais il y a aussi des fois où on peut cibler des gens qu'on sait qu'ils vont être capables. C'est juste que des fois, ils ne prennent pas l'initiative. Puis justement, j'avais été avec une enseignante tactique jadis qu'on pouvait y aller en personne. Puis, elle était revenue en balai de la robotique. Elle a commencé le projet, mais elle a eu un moment de panique où elle s'est dit « je ne serai pas capable, puis j'ai peur de qu'est-ce que… » En fait, elle avait peur de ce que les autres étaient pour dire de elle. Elle dit « je vais-tu réussir? » J'ai vraiment parti avec le concept de « regarde, un bonhomme de neige, tout le monde part avec juste une boule. Là, il ne faut pas que tu compares ta boule au bonhomme de neige de l'autre à côté. Là. Commence avec ça, puis tranquillement, avec l'appui de la formation, de l'accompagnement, on va venir à bout, puis elle a amené ce projet-là. Là, en tout cas, moi, dans ma carrière, c'est une des plus belles réussites que j'ai vues de quelqu'un qui a eu peur, puis vraiment en mode panique. C'est quand tu les équipes comme il faut, puis tu les accompagnes, tu les laisses à l'œil, mais tu mets des balises, ça va bien, tu les aides à progresser. Ça devient, là, comme Christine dit, ça devient tes gens qui vont s'embarquer dans le prochain projet. Puis, et des fois, il faut pousser parce que tu sais qu'ils sont capables. Bien, merci beaucoup. Merci. Hein. C'est toute l'idée de respecter le cheminement des personnes, hein, puis de les prendre où ils sont, de les encourager là où ils sont, puis de leur faire voir que le chemin va se construire. Ce n'est pas quelque chose qui n'est jamais fini. Même pour quelqu'un qui a une grosse boule, ça ne veut pas dire qu'il a fini encore. Il va avoir besoin de autre chose. Grégoire, je te laisse la parole maintenant pour la suite des choses ici. Là. Tout simplement, on vous le présente ici comme graphique au niveau du processus du changement. Évidemment, on cherche tout statu quo ou un équilibre, un milieu prévisible. Et puis, lorsqu'on apporte des changements, évidemment, au début, c'est tout le dénil de pourquoi est-ce que je dois changer. Ben non, ça fonctionnait bien. Qui pourrait inciter une certaine résistance avec des explications du pourquoi. Mais on traverse de l'autre côté lorsqu'il y a une ouverture à une exploration. Et puis, c'est surtout la partie importante du message ici. Lorsque vous voyez une ouverture de quand même faire certains pas, vous savez qu'il y a des très bonnes possibilités que ça peut mener à un engagement complet. Puis ce qui est fort intéressant dans ça, Grégoire, c'est que, puis vous l'avez sans doute remarqué, quand vous pensez aux stratégies tantôt que vous avez nommées, ces stratégies-là permettent de faire ce passage un peu là, de cette courbe-là dont on voit. On doit mettre en place des stratégies pour soutenir le changement aussi. Il ne se fait pas seul. Puis on sait qu'on joue un rôle important à l'intérieur de ce changement-là. On a aussi réfléchi en réfléchissant à l'atelier qu'on vous propose aujourd'hui, à des éléments clés. Puis là, on vous invite à penser aux stratégies que vous avez mises en place, qui vont certainement être capables de s'associer à ceci. Dans un premier temps, il y a l'idée d'un premier grand concept qui est celui d'acculturer les gens. C'est-à-dire, quand on parle ici d'acculturation, on veut dire que les gens sont habitués à vivre dans une certaine culture, leur culture qui parfois leur est propre, leur façon de faire les choses, leur façon de fonctionner, leur organisation qui leur est propre, dans laquelle ils sont à l'aise et qui sont capables de fonctionner convenablement.
Mais dès qu'il y a des changements, ça nécessite d'une certaine façon de passer à un autre genre de culture, à un autre genre de fonctionnement. Donc, c'est pour ça qu'on parle ici de l'idée de l'acculturation, de changer un peu sa posture pour aller vers une autre genre de posture. Et puis ça, bien, pour réussir à cette espèce de passage d'une posture à une autre, qui est souvent associé aussi à une certaine résistance, bien, il y a certains éléments qui peuvent être mis en place, dont, entre autres, d'être capable puis vous l'avez dit tantôt, de diffuser des contenus d'apprentissage ou organiser des formations. Les gens ont besoin des fois de connaître, de rendre un peu plus explicite le changement auquel on doit faire face, d'être capable probablement de s'associer des bons alliés, comme tu disais, Christine, tantôt, c'est-à-dire des gens qui sont déjà aussi bien engagés dans le changement, qui peuvent faire partie de cette diffusion de contenu d'apprentissage. Ce n'est pas nécessairement nous qui sommes de l'avant pour donner de la formation, mais des fois diffuser des petites capsules, fournir des petites recherches qui ont été faites, des blogs qui ont été écrits, des petites choses qu'on peut partager avec notre personnel qui vont faire en sorte qu'ils vont avoir une réaction par rapport aux changements auxquels on est en train de faire face. Parce que ça va permettre de pourquoi le changement, d'essayer de divulguer ou de partager des choses qui font comprendre pourquoi le changement est important ou qu'il y a une valeur ou qu'il est nécessaire. Comment aussi ce changement-là pourrait s'opérer. Ce n'est pas juste de dire pourquoi, mais aussi le comment. Les gens ont besoin de voir le comment pour être capable de changer de posture, puis aussi de comprendre quel intérêt. C'est quoi mon intérêt à changer ma posture? Est-ce que j'ai de l'intérêt pour moi-même? Donc, quand on parle de diffuser du contenu d'apprentissage, ça devrait être un peu autour de ces éléments-là. Et les stratégies que vous avez mises tantôt, vous en reconnaîtrez peut-être qui sont associées à ça. Donc, qu'est-ce que je diffuse pour permettre aux gens de changer un peu leur posture? Qu'est-ce que je partage avec les gens pour qu'ils comprennent le pourquoi, qu'ils savent peut-être un petit peu comment, et puis comment ils sont en mesure aussi de connaître leur intérêt à l'intérieur de ça. Fait que ça, c'est un premier élément qui a une grande valeur quand on veut soutenir ou favoriser le changement. À toi, Grégoire. Oui, j'attends juste que la tuile change. Bon, parfait. Donc, évidemment, accueillir la rétroaction et puis être consulté favorise la reconnaissance et toute la composante de l'engagement. Puis, en bout de ligne, c'est ce qu'on veut. Donc, on doit se trouver des mécanismes par lesquels on peut justement inciter les gens à donner leur opinion, leur perspective pour justement alimenter les réflexions. Leithwood préconise beaucoup, entre autres, la composante du sondage anonyme. Lorsque c'est anonyme, les gens sont beaucoup plus aptes à vouloir partager leur opinion. Et puis, je vous le partage, je l'ai fait au niveau des élèves, au niveau de la communauté entière, au niveau des parents, et puis le personnel. Et puis, c'est un outil indispensable à comprendre les perceptions pour pouvoir justement concerter les énergies. Et puis, des fois, ce sont strictement des perceptions, donc ça permet de communiquer pour justement apporter des précisions pour que les gens comprennent davantage. Donc, toute la composante des enquêtes, du sondage, c'est un fervent croyant. Communiquer aussi. Une fois qu'on a les résultats, c'est important d'être explicite, d'être transparent et de communiquer ces résultats-là comme des objectifs potentiels. Donc, voici ce qu'on a eu comme résultat et puis ça devient donc maintenant une cible d'amélioration ou une cible qu'on aimerait travailler au niveau de la collectivité. Aussi, organiser des prises de parole en direct. Et puis ça, ici, ça se peut se faire au niveau on l'a mentionné plus tôt, Sylvie, des réunions au niveau du département ou au niveau des secteurs ou encore lors de réunions du personnel. Évidemment, virtuel, si on a un gros personnel, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça favorise un dialogue. Lorsque on est en présentiel, on est des petits groupes, les gens veulent partager. Et puis mettre en place, lorsqu'on apporte des suggestions,
c'est important que ça soit mis en place, surtout si c'est dans l'optique d'améliorer. Et puis, si ce n'est pas possible, il faut apporter des explications. Sinon, les gens, puis on l'a tous entendu, ben pourquoi est-ce que je donnerais mon opinion? Ça ne donne rien. Donc, il faut apporter quand même des explications de pourquoi est-ce que certaines décisions sont prises. C'est à toi, André. Oui, puis ça, je pense que c'est important, la dernière élément, hein, de mettre en place concrètement les demandes des gens, parce que ça ne fera pas de sens autrement, mais d'être transparent. Des fois, il y a des questions de budget, des fois, il y a des questions liées à d'autres éléments pour lesquels on n'a pas de contrôle comme direction. D'être transparent, ça a beaucoup de valeur. Très bien, je me déplace à l'autre en espérant que ça puisse fonctionner. Le voici. Donner une voix aussi. Et ici, bien, quand on dit donner une voix, c'est vraiment de permettre à chacun de s'exprimer, d'être entendu. Quand on fait face à un changement, quand il y a des résistances, c'est important que les gens puissent être capables de se sentir écoutés, d'être au fond respectés. L'idée derrière ça, quand on donne une voix, c'est pas juste de donner la voix pour la donner, mais comment on réussit à vraiment être dans une position d'écoute des personnes. Donc, donner la voix à quelqu'un, c'est de lui offrir de l'espace dans lequel il pourrait déposer ses idées ou ses suggestions. Ça va favoriser ainsi son engagement dans la transformation puis le changement qui est proposé. Donc, quel espace on donne aux personnes pour qu'ils puissent vraiment être en mesure de partager ce qu'ils peuvent ressentir face à un changement, puis d'être capable de provoquer une participation active de d'autres personnes, des collaborateurs qu'on peut avoir qui peuvent favoriser ou soutenir la transformation. De reconnaître aussi auprès du personnel, quand on leur donne la voix, de reconnaître que leur voix éventuellement doit aussi se transformer parce qu'ils sont des acteurs clés. La voix qu'on veut entendre, ce n'est pas juste la voix de problème, on veut entendre la voix de solution aussi. Parce que c'est eux qui sont les acteurs clés. Parce que quand on parle ici de donner la voix, ce n'est pas de donner la voix juste pour se plaindre ou pour critiquer, mais il y a des gens qui ont aussi des solutions à offrir. Il faut être en mesure de leur faire saisir la place qu'ils ont comme acteurs clés dans le changement ou dans le défi qu'on a à relever ensemble, que ça n'appartient pas à une seule personne, mais que chacun, ensemble, on peut y arriver. Identifier aussi avec eux, puis ça, c'est important parce qu'à travers les défis qu'on a, il y a aussi de nombreuses de nouvelles opportunités. Comment on réussit comme direction d'école à faire voir ces nouvelles opportunités qui se présentent? Ce n'est pas toujours facile pour nous de les voir, même comme direction. C'est important qu'on soit entouré de collègues à la direction qui peuvent nous aider à voir les opportunités face à certains défis. On le sait, on vient de passer, puis ce n'est pas encore terminé avec toute la question de la pandémie. On le sait que c'est difficile, puis on sait que ça a été difficile, puis ça l'est sûrement encore. Mais derrière ça, on sait qu'il y a eu aussi de nouvelles opportunités. Il y en a plusieurs qui ont été capables de les reconnaître. Puis comment on les rend visibles aux gens? Qu'à travers des changements auxquels on fait face, ça nous a amené aussi à de nouvelles opportunités, de nouveaux apprentissages, de nouvelles richesses dans notre façon de faire qui nous permet d'aller un petit peu plus loin. Donc, vous avez certainement vu, en regardant les 3 éléments qu'on vient de partager, c'est-à-dire donner une voix, accueillir la rétroaction des personnes et l'idée d'acculturer, de permettre aux gens de savoir le pourquoi. Je suis certain que vous êtes capable d'associer plusieurs de ces éléments-là aux stratégies que vous avez tout à l'heure partagées avec, quand on s'est servi un petit peu de l'intelligence collective. Grégoire, je te laisse la parole pour terminer. Il nous reste 2 petites minutes. On passe au niveau des ressources auxquelles on s'est inspiré, mais il y en a énormément, mais je voudrais quand même souligner si vous ne l'avez pas procuré, The First Year Principle, puis elle est ici aujourd'hui, Daphne, c'est un petit bouquin extrêmement bien fait. Le contenu est vraiment à point, qui donne des excellentes pistes, puis je le recommande fortement. Je l'ai lu récemment et puis j'ai été fortement impressionné au niveau du contenu et puis tous les items qu'elle a identifiés, dont l'importance de la communication, dont l'importance d'aller chercher de la rétro. Donc, hautement recommandé. J'ai beaucoup joué de ce livre-là. Il y a aussi, le premier, c'est Cotter. Cotter te donne des pistes ici de comment initier un changement. Et puis, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui est beaucoup inspiré d'une façon plus holistique de justement
cette composante-là. Et les deux autres sources, c'est la nature humaine. Qui apporte une explication. Regarde, c'est comme ça on est fait. On n'aime pas le changement. Et puis, ça date de notre provenance historique où le changement, il y avait des risques. Peu importe si on se trouvait sur des endroits qui étaient nouveaux, qu'on ne connaissait pas, il y avait des risques. Donc, c'est toute la composante physiologique de l'être humain, puis qu'on le veuille ou non, on doit le reconnaître. C'est ce qui nous gouverne encore aujourd'hui, en 2021. On est gouverné par cette composante génétique-là. Puis lorsqu'on le reconnaît, c'est un petit peu plus facile aussi d'accepter, mais aussi d'accepter les comportements des autres au niveau de résistance, au lieu d'apporter un jugement. Donc, ce qu'on vous donne ici comme ressources, ça va vous donner encore des pistes supplémentaires. Et puis, moi, sur cette note-là, je tiens à vous remercier sincèrement de votre présence, de votre participation. Et puis, je cède la parole à mon collègue. Puis, pour terminer, j'ai placé dans la boîte de clavardage la présentation en format PDF que vous pouvez certainement réutiliser. Je l'ai mis aussi en format copie de Google pour ceux qui travaillent avec Google, mais au moins vous l'avez en PDF. Puis je pense qu'elle peut être utile dans les gens que vous avez. Il y a peut-être des éléments là-dedans que vous pourriez aussi partager avec les personnes que vous accompagnez parce que ceux qui font partie du changement ou qui résistent au changement, c'est bon qu'ils soient conscients aussi des défis que ça représente et puis comment eux autres mêmes peuvent travailler sur eux-mêmes pour être capables de faire face aux défis auxquels on doit faire face dans notre travail. Pour terminer, on vous demanderait tout simplement de répondre dans la boîte de clavardage comme biais de sortie. Indiquez ce que vous retenez d'essentiel dans les échanges qu'on a eus aujourd'hui ensemble. Donc, une chose que vous jugez ou que vous retenez comme étant essentielle dans les échanges qu'on a eus aujourd'hui, et puis on pourra se laisser là-dessus. Merci beaucoup. Mm-hmm. C'est vrai que ça nécessite de l'énergie. Oui. Absolument. La patience, effectivement. Oui, de la patience, Iris. Oui, une voie pour trouver des solutions, pas juste pour se plaindre. Oui. Bien communiquer, oui, absolument, la communication. Hein. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Nous, on va garder la boîte de conversation parce qu'on y a accès. Donc, merci beaucoup de votre participation. Au plaisir. Bonne fin de séjour ou d'aventure d'ici Noël qui arrive à grands pas. Merci beaucoup, André. Merci, Grégoire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde.